sommes ensemble durant une trentaine de minutes dans ces magazines sociopolitiques de Vainqueur Télévision. Instant D, vous le savez, mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, l'actualité abonde. Et nous sommes intéressés à deux sujets qui vous intéressent aussi. D'abord, le rôle de la société civile dans le redressement de la République démocratique du Congo, mais également la démarche du groupe de 13 personnalités avec une grande interrogation. Les G13 ont-ils vu un danger qui pointe à l'horizon? Mesdames et messieurs, c'est l'heure de découvrir le D comme débat, D comme discussion, D comme décryptage. Coordonnateur de plusieurs projets, dont la réforme électorale et la dépolitisation de la CENI, campagne électorale et démocratique, engagement des détenteurs de droits pour la culture démocratique, il a aussi coordonné un projet sur la participation de la femme et des jeunes. Jonas Tchombela est détenteur d'une licence en gestion financière et apprenant de 3e cycle à l'Université catholique du Congo. En dépit de ses cursus universitaires, Jonas Tchombela a aussi embrassé le métier noble, le journalisme, et ce, à la presse écrite qu'il a jeté son dévolu, journaliste au groupe Les Potentiels. Un parcours plutôt actif et émaillé de plusieurs expériences au service de l'État. On cite à titre exemplatif, rapporteur général au dialogue entre Congolais sous la présidence d'Edem Kodjo, poste qu'il quittera plus tard pour des raisons des convenances personnelles. Jonas Tchombela est acteur clé qui travaille effectivement dans toute discrétion pour des bons résultats. Sur l'île de Gorée, au Sénégal, il était présent pour participer aux discussions entre Congolais. À Genval, en Belgique, cet acteur y était aussi. Boursier et breveté de l'engagement civique par les départements des États-Unis d'Amérique en 2015, Jonas Tchombela est aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont les plus célèbres a pour titre « Compétition électorale, pistes et stratégies de l'électorat ». Jonas Tchombela est actuellement coordonnateur national de la nouvelle société civile au Congo, une plateforme dans laquelle on retrouve 800 organisations œuvrant dans plusieurs secteurs de la vie nationale. La réforme électorale, le rôle de la société civile dans les redressements de ces pays de la République démocratique du Congo. On en parle avec vous, Jonas Tchombela, vous êtes de la société civile, mais également président de la nouvelle société civile. Et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous, de la société civile, vous pesez pour le redécollage de ces pays? Vous savez, quand vous dites que vous pesez, c'est pas ce qui tient le social de ce pays, c'est la société civile. Les églises ont des écoles, ont des dispensaires qui sont des prérogatives de l'État en réalité, mais qui tiennent ce genre de choses. L'éducation de nos enfants est actuellement presque à 80% dans les mains des acteurs qui n'ont rien à faire avec la conservation ou la conquête du voile. Donc, ils pèsent. Aujourd'hui, ceux qui sont à la base des réformes électorales, c'est la société civile. Vous vous souviendrez, l'opinion doit le retenir aussi. Nous, à la nouvelle société civile, depuis le 19 juillet 2019, nous avions lancé une pétition pour mobiliser l'opinion autour des réformes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion n'est pas mobilisée autour des réformes électorales, bien sûr? L'opinion est aujourd'hui centrée et même mobilisée, électrifiée même autour des réformes qu'il faut à tout prix obtenir pour obtenir de bonnes élections, de bonne qualité à l'horizon 2023. Donc la société civile travaille. La société civile est au centre, c'est elle qui est en train de mobiliser aujourd'hui sur les rapports mapping. C'est la société civile, vous vous souviendrez, nous déjà en 2010, il y avait une pétition, mais Dr Mukwege est revenu là-dessus, c'est la société civile. Donc la société civile est attachée à la paix, à la sécurité,
la bonne gouvernance et elle continue à travailler, mais c'est de quelle société civile elle-même qui n'est pas soutenue par son État. Et dans ce contexte extrêmement difficile, la société civile cherche à s'en sortir. Donc elle est aujourd'hui à la base et à l'origine des réformes électorales dans notre pays. Ce n'est même pas été discuté au-delà de ce que vous pouvez parler de 13. Passons à l'essentiel, Jonas Tchobela. On va suivre ces dossiers. On se retrouve tout juste après. Plus un secret de Polichinelle. La démarche de 13 personnalités prend de plus en plus forme au fur et à mesure que l'on s'approche inexorablement de l'élection présidentielle de décembre 2023. Ça part en vrille et chaque parti, opposition, pouvoir ou société civile, les avis sont d'ores et déjà partagés. La démarche est assimilée à un camp politique en vue de sauvegarder les intérêts de certains leaders en mal des positionnements. Mais ces dont certains qualifient de simples allégations ont été balayés sans aucune autre forme de procès par un ténor du groupe des 13 personnalités. Délice Sanga a devant le média expliqué que les indications de leur démarche sont claires, dont les seuls objectifs est d'éviter de revivre les chaos électoraux passés. Il y a une question qui traverse tout, c'est la gestion du temps. Il ne faut pas avoir l'illusion aujourd'hui que les élections, c'est dans 3 ans. Les élections, à compter du 15 septembre, date de la rentrée parlementaire, jusqu'à la convocation de scrutin, c'est 1111 jours. Et donc, chaque jour qui passe est un jour de moins et qui nous rapproche du danger. Au courant de ces 1111 jours, il faut refaire les fichiers, faire les lois électorales, mettre en place la CENI, mobiliser les moyens. Et donc, il est temps qu'on s'y mette et il est temps que le peuple congolais s'engage tous comme un seul homme pour que les élections puissent avoir lieu et que personne ne prenne prétexte. Jack Njoli va dans le même sens que son collègue et dit tout doit être fait pour tenir le délai constitutionnel et son groupe ne milite aucunement pour un quelconque glissement. Nous avons fait une proposition, ce n'est qu'une proposition, une projection pour que nous puissions tenir ces délais. Nous estimons qu'il faut effectivement prendre sérieusement en charge la gestion du temps. Les G13 propose entre autres dans sa feuille de route un recensement administratif de la population du 28 octobre 2020 au 18 juillet 2023. En outre, les 13 personnalités proposent la date du 24 décembre 2023 pour la tenue des élections combinées directes présidentielles, législatives, provinciales, sénatoriales et des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Démarche oui, mais certains acteurs politiques voient d'un mauvais œil cette initiative. À l'exemple du très percutant Franck Diongo, président du MLP. C'est une démarche non sincère. Un parlementaire, lorsqu'il initie une loi, n'a pas besoin de faire de bruit inutile. Ils n'ont pas engagé un débat citoyen. Un parlementaire n'a pas besoin d'aller voir le président de la République et donner le rapport. C'est une démarche politique. Ça n'engage aucune institution et même pas leur groupe parlementaire. Toute réforme qui ne vient pas du gouvernement ou de la majorité parlementaire est une initiative non sincère. Ça va passer par où? C'est une démarche non sincère. C'est pour qu'on parle d'eux. En dépit des réactions qui fusent de partout, le G13 ne décolère pas, mais donne un chronogramme on ne peut plus clair sur les différentes dates du scrutin. Ils veulent esquiver les erreurs du passé, disent-ils, sans réforme consensuelle. C'est du temps perdu. Il faut donc anticiper de manière cohérente et prévenir une crise liée au processus électoral.
Le G13 va jusqu'à proposer l'inscription du financement des élections en ordre des priorités de l'adoption de la loi des finances 2021 et la création d'un compte d'affectation spéciale financement des élections. Les décors est planté. Cependant, des questions défilent dans les chefs de Congolais. Les 13 personnalités ont-elles vu un danger en gestation? Pourquoi ne pas proposer toutes ces réformes au sein des institutions dont l'Assemblée nationale, Sénat? Peuvent-elles jouer le rôle des sapeurs-pompiers? Les réponses à ces questions tarderont sans doute à venir, mais on attend certainement, comme Habakkuk, cité par les Saintes Écritures, qu'il attendait la prophétie de façon inébranlable. Tous les 3 présidents de la CENI sont sortis de la société civile. D'après certaines analyses, leurs prestations ont été négatives. Quelle est votre réaction? Mais c'est une raison pour qu'il y ait des réformes, déjà, qu'avec cette conclusion, déjà... L'exemple de Malou Malou, oui. On commence d'abord par oui. Malou Vous savez dans quel... Paix à son âme. Oui, Madame Thérèse Mémoire, paix à son âme, Ngoï Moulounde est en vie. Je crois que tous les 3, ils sont issus de la société civile, mais il faut voir dans quel contexte ils ont été issus. Dans le contexte qui n'était pas transparent, qui ne respectait aucune règle pour que nous, on puisse obtenir des justifications. Là, vous parlez de 3. Je parle de tous les 3. Ils ont été issus dans des contextes politiques organisés et attribués à la société civile. La société civile ne s'est jamais réunie pour élire quelqu'un, pour le placer là-bas. Et la dite loi, la société civile a contribué en 2006 avec M. Malmalou. Mais après, ça revient le tour de M. Pasteur Moulunda et puis c'est mon ami Corneille Nanga. Après, mais les deux, c'est dans quel contexte ils ont été élus? Si nous n'avions pas cette coalition actuelle, mais la dernière désignation passerait toujours dans des conditions d'opacité, de ce que nous avons décrit il y a longtemps. Donc, une société civile qui a ces niveaux-là est représentée et sait bien dans quelles conditions il est arrivé à ce niveau-là, il n'a pas de compte à rendre réellement à l'opinion qui veut la gouvernance électorale claire, honnête, et aussi, il ne faut pas aussi qu'on attribue que le fait qu'on soit président de la CENI, c'est lui l'acteur principal qui va tout faire. Il est le coordonnateur, mais dans ça, il y a toute une machine. Donc, on ne peut pas attribuer la faute. Elle est une faute de politique et non de la société civile. Alors, personnellement, Jonas Chombela, en âme et conscience, est-ce que la société civile peut garantir l'impartialité des élections en République démocratique du Congo? Mais ça ne vient pas du ciel, la société civile dans notre pays. Malou Malou était de la société civile. Corneille Nanga également. Vous estimez qu'un politique peut faire de bonnes élections et garantir la participation équilibrée? Mais si ça ne marche pas avec la société civile, on peut essayer avec eux. C'est pour vous dire que ces 3 que vous avez cités, ils sont arrivés par des accointances politiques. Ils n'ont jamais été réellement désignés par la société civile réellement comme corps. Comme corps, voilà, le nôtre va là-bas. D'abord, les lois elles-mêmes qui les amènent là-bas sont des lois partisanes. Donc ça ne pouvait pas nous amener à parler d'un acteur de la société civile qui va nous apporter du bien tel que les choses fonctionnent sur le plan de la gouvernance électorale. Donc, il y a possibilité de mettre les mécanismes de transparence, d'accession à ces fonctions-là, qui sont basés sur la compétence, les connaissances des questions liées aux élections, l'expérience, tout cela doit être mis en place. Mais ce qui a pesé dans la désignation, que ce soit de l'abbé Malmal, Corneille Nanga, comme mon ami le pasteur Ngoï Moulunda, mais c'est des politiques qui ont siégé et puis on attribue le casquette de la société civile. On dit que bon, va là-bas. Et lui, l'acteur de la société civile qui a accepté d'y aller, il a accepté de jouer avec les politiques qui aujourd'hui nous rejettent la balle. Comme si c'est nous qui avons désigné réellement ce genre. Pour bref, on a encore fait les dernières désignations dans toute opacité. Donc, il y a moyen de trouver des acteurs de la société civile capables, même des politiques capables. Il s'agit ici d'une commission qui arbitre une compétition. Une commission qui arbitre une compétition ne peut pas être politisée telle qu'elle fonctionne actuellement. Vous savez, vous parlez de la société civile, mais c'est la majorité
que ce soit de 2011, que ce soit de 2018, que ce soit de 2006, qui a piloté la CENI? Cette majorité présidentielle, c'est elle qui a piloté la CENI. Donc, l'homme qui était là-bas, il est arrivé par la volonté de cette majorité-là. Il ne pouvait rien faire d'autre que la volonté de cette majorité. Et c'est ce que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu. Parce qu'ils sont arrivés dans ces conditions-là, ils n'ont qu'à répondre à cela. C'est pourquoi nous voulons les réformes. Pour qu'on mette les conditions d'accéder à ce type de fonction de façon compétitive. Pourquoi pas ne pas recruter même un cabinet reconnu pour recruter quelqu'un de cadre qui vont animer les élections dans notre pays? Ce n'est pas le cas. Vous voyez, pour preuve, ils ne veulent même pas de ces réformes. Donc, il y a la compétence qu'il faut mettre en exergue, mais ici, nous étions dans une option partisane, une position où les politiques tenaient par les mains les acteurs de la société civile dans la CENI. Ils sont à 3, vous parlez de 1. Ils sont à 3 là-bas. J'ai parlé de Ngoï Mulunda, j'ai parlé de Maluma. Oui, les 3 qui sont actuellement, ils sont à 3. Il y a aussi à la plénière de la CENI des autres de la société civile. Quel poids ils pèsent face aux politiques là où ils sont? Vous n'avez qu'à voir les résultats. Ce n'est pas le président que vous voyez, mais en dehors du président que vous connaissez de la société civile, il y a aussi des autres de la société civile qui ne pèsent même pas, qui ne font rien, parce que la commission est tellement politisée qu'il est difficile que l'acteur puisse exprimer ses compétences de façon rationnelle et réaliste. Parlons de la démarche du groupe de 13 personnalités. Est-ce que ces groupes de 13 personnalités ont vu un danger qui pointe à l'horizon pour entamer cette démarche? Je pense que ce sont des politiques. D'abord, ils agissent comme des individus, des électrons libres. Ils viennent de plusieurs partis politiques. Ils agissent comme des individus. Donc, ils ont répondu en réalité à l'appel de la société civile. Parce que c'est eux qui sont au Parlement. Une bonne partie d'entre eux est au Parlement. Donc, dire que cette démarche va aboutir, c'est pourquoi nous, à la société civile, nous parions de la recherche du consensus autour de la réforme électorale. La réforme, on peut obtenir le consensus avec toutes les parties prenantes. C'est un débat public et national. C'est pour cette raison que les 13 parlementaires ont sillonné, après avoir consulté aux personnalités, si il faut le dire ainsi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas parlementaires dedans, ils ont sillonné, ils ont fait le résumé, ils ont tiré conclusion. Nous pouvons dire que c'est une contribution, à côté d'autres contributions qui ont existé ou qui pourront exister. Parce qu'avant cela, il y avait l'honorable Tundula qui déjà avait un projet de la loi. Et les 13 parlementaires ont aussi proposé un projet. La société civile venait de terminer un atelier national où ils ont mis sur pied un référentiel. Ils venaient de le consolider il y a quelques jours au niveau de la province de Congo central. Nous venons de là-bas pour le consolider et le présenter. Autant de propositions. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique pour y arriver. Quelle est votre position par rapport à cette démarche? Vous êtes pour ou vous êtes contre cette démarche? Je suis pour la réforme de la législation électorale. Donc vous êtes pour la démarche du groupe de 13 La réforme, qu'elle vienne de gauche ou de droite, pourvu qu'elle puisse rencontrer l'opinion qui suit la question électorale, nous allons que soutenir. Et je ne veux pas dire ici que la proposition des 13 personnalités, elle est discutable, au même titre que la proposition de l'honorable Tundula, au même titre que la proposition de la société civile sur les référentiels. Donc tout ça est discutable. La dernière décision, dans tout le cas, elle reviendra aux parlementaires. Donc, je souligne que je soutiens la démarche qui va nous amener des éléments pour qu'on arrive à l'organisation des élections justes. L'Assemblée nationale a ouvert la session de septembre dernièrement lors de la plénière. La conférence de présidents a adopté pour la loi de la proposition de Lutundula. Il a rejeté la proposition du groupe de 13 personnalités. Votre point de vue? Je crois que c'est une avancée, parce que cette question, il y a quelques jours, moi j'avais, avec notre équipe, rencontré le président du Sénat, et il nous a expliqué que la session est essentiellement budgétaire. Ils verront dans quelle mesure cette question peut être inscrite à l'autre jour. Si ils sont arrivés à l'inscrire, c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer. Toutes ces contributions peuvent être mises à profit pour qu'on améliore le cadre régulateur d'organisation des élections dans notre pays qui fait encore des problèmes à ce jour. En parlant de la réforme électorale que vous soutenez d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas une manière de favoriser un glissement?
c'est une phase très facile à dire, et puis les gens risquent de croire comme si les réformes... Vous savez, nous, à la société civile, on a fait 4 jours, on avait le référentiel. À la nouvelle société civile, nous avons fait 5 jours. Nous avions le Vademecum qui a contribué à ce que nous puissions aussi participer à cet atelier-là. Donc, c'est un problème de la volonté politique d'obtenir de bonnes élections. Ici, il s'agit des enjeux politiques. Ce qui bloque, c'est leur survie politique qui dépend de la démarche. Donc, leur survie politique dépend de la démarche. Cette démarche de la recherche de la transparence, de l'intégrité, de l'organisation des élections, il y a des gens qui ne veulent pas, qui sont habitués à arriver au pouvoir par des voies non démocratiques et dans toute opacité, parce qu'il faut encore qu'on démontre comment ils sont arrivés. Donc ça, c'est une autre démarche. En parlant de ça, vous voyez qui précisément? Écoute, je suis en train de voir beaucoup de députés, entre eux-mêmes, ils se disent que celui-ci a été nommé, celui-ci n'a pas été nommé. Vous n'allez pas me dire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, moi je ne suis pas député. Et même ils le disent entre eux, je suis à la télévision chaque soir. Comment ils se tirent, le bout à bout rouge. Donc le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est qu'il faudra que nos compatriotes qui sont au Parlement arrivent à comprendre les biens fondés de la démarche. Parce que nous, société civile, nous sommes attachés à la paix. Chaque fois qu'il y a élection, la paix est troublée. En 2011, vous savez que la ville s'était coupée en deux. En 2005, la ville était coupée en deux. En 2011, il y avait un président qui a prêté serment au Kanchachi et notre ici à Limité. Et puis en 2010, vous avez suivi tout ce qu'il y a 18 qui a eu. Donc nous pouvons nous mettre ensemble pour voir. Parce qu'on reconnaît un bon mensonge par la fondation. La fondation de l'organisation des élections, c'est les lois, les cadres régulateurs. Les cadres régulateurs posent des soucis. Ces soucis-là méritent quand même une certaine amélioration, une certaine correction. Ça dépend de la volonté politique. Si la classe politique aujourd'hui, majoritairement au pouvoir, c'est la coalition FCC cache, n'arrive pas à comprendre les bien fondés de la démarche, écoutez, ne nous l'airons pas. Nous ne sommes pas en train de proposer des réformes pour le glissement. Par contre, c'est pour que les élections que nous aurons à l'horizon 2023 soient des élections fiables, aux résultats acceptés. Bien sûr, nous n'allons pas tout élaguer. Nous n'allons pas faire des élections parfaites. Mais au moins, on peut améliorer, tirant les leçons des élections que nous avons connues en 2005, 2011, 2018. Il y a eu des failles. Ne pas méconnaître les failles, c'est de l'absurdité, quoi. Des failles telles que... Ben, vous savez que l'affichage des résultats... La compilation. Je parle même d'affichage des résultats. Si la CENI n'affiche pas les résultats, personne ne peut la punir. Il n'y a aucune disposition qui... On dit qu'après le dépouillement, on doit afficher les résultats. Mais quand on n'affiche pas, qu'est-ce qui arrive à celui qui n'a pas affiché? Il n'y a rien qui est prévu. Voilà des choses qu'il faut corriger. Nous sommes partis de 2 tours des élections présidentielles en 2005. Nous nous trouvons en 2011 avec un seul tour. Voilà des choses qu'il faut corriger. Le président de la CENI est à la fois président du bureau et président de la plénière. Voilà des choses qu'il faut apporter des correctifs et des réflexions. Le CEI lui-même pose des petits soucis. C'est vrai, il a des avantages et des inconvénients. Mais dans sa partie inconvénient, quelqu'un qui peut être bien élu peut être laissé au profit de celui qui n'est pas élu. Quelles réflexions apporter pour qu'on améliore cette gouvernance-là? Voilà autant de failles qui ne demandent même pas de dessin pour comprendre, mais sont des failles réelles, mais qui aujourd'hui ne semblent pas enchanter ceux qui se sont retrouvés dans ces failles-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de tourner en rond. Il n'y a aucune raison pour que nous puissions glisser. Et si nous glissons, je ne pense pas que le peuple congolais est toujours soumis au glissement éternellement. Ça doit s'arrêter à un certain moment. Ça doit s'arrêter à un certain moment parce que le peuple congolais n'est pas... Est-ce que la société civile peut-il jouer aux sapeurs-pompiers, à la crise qui joue, aux tensions qui montent du jour au lendemain entre la coalition FCC-Cash? Non, nous savons la tension d'abord entre les Congolais. La tension entre les Congolais. Les problèmes qu'il y a entre FCC-Cash, ils sont dans une dynamique de coalition de la gouvernance de la République. Ils ont mis entre eux un mécanisme de régler ce type de problème. Et ils connaissent comment ce mécanisme peut fonctionner. Donc nous ne pouvons pas aller leur demander de changer des choses. Ce que nous pouvons leur demander, c'est de se référer à les textes qu'ils ont mis ensemble et chercher de corriger les choses. Parce que tel qu'ils le font là,
ce qui arrive, que nous sommes en train de voir là, ça ne les profite pas. Parce que la population est en train de voir. Moi, je vous informe. Depuis la première réunion du gouvernement, le compte rendu à la 50e réunion, j'ai tous ces comptes rendus. Tout ce qu'on a promis à la population congolaise, je connais. Ce qui s'est fait, je connais. Et le moment venu, ça nous dit à la population, voilà ce qu'on nous avait promis. Mais voilà ce qui s'est réalisé. Voilà les écarts. Ce sont les mêmes. Ils n'ont aucun intérêt de continuer dans l'ère de guerre là, de positionnement. En fait, ça ne les profite pas. Ça risque de les disqualifier. Vous savez, la société civile, la seule manière de le faire, c'est de communiquer avec la population dans l'intérêt de la population. Et la société civile travaille sur la question de la paix d'une manière ou d'une autre. Si ils estiment qu'ils ne sont pas capables de cohabiter, ils n'ont qu'à le dire. Mais je ne pense pas qu'ils soient aussi dans ces conditions où ils ne peuvent pas cohabiter. Ils doivent cohabiter parce qu'ils sont ensemble. C'est la force des choses qui a fait qu'ils puissent cohabiter. Mais ils n'ont pas cohabité pour leurs intérêts ou bien pour leur guerre. Ils ont cohabité pour résoudre le problème des Congolais. Quand nous verrons que le FCC et CACH commencent à devenir un problème du Congo et des Congolais, les Congolais s'occuperont d'eux. Les Congolais s'occuperont d'eux. Alors, la société civile a organisé dernièrement un forum sur la réforme électorale où vous êtes arrivé avec les résultats de ces assises. Nous avons terminé à l'hôtel Pullman. Nous avons obtenu un référentiel de la société civile sur la question des élections, les réformes électorales. Nous revenons du Congo central il y a 3 ou 4 jours. Nous avons encore amplifié, fait le toilettage pour le mettre sous forme, sous forme légale avec un consultant que nous avions recruté. Et nous avons terminé ce travail. Actuellement, les documents sont en train d'être étudiés techniquement à l'impression et nous allons très bientôt rencontrer toutes les parties prenantes avec notre plaidoyer pour lui présenter le document. Lorsque le débat sur la réforme sera inscrit à l'ordre du jour et ils ont au moins des éléments d'arguments que la société civile a produit pour marquer le bien fondé de la démarche. Donc nous rencontrerons les acteurs qui sont au gouvernement, qui sont au pouvoir dans les institutions, comme les acteurs qui sont en dehors des institutions, parce que la question électorale touche tout le monde. La compétition à venir, elle concerne tout le monde y a droit d'y apporter du sien. N'est-ce pas la même démarche avec celle du groupe de 13 personnalités? Pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Parce que vous tous, vous êtes pour la réforme électorale. Vous parlez de politique et la société civile. Dans ce groupe, et ils sont déjà dans les institutions, nous irons vers eux. Ils sont déjà au Parlement, nous irons vers eux. Et ils auront ce papier. Je vous informe aussi que dans le passé, nous avons les rencontrés. Certains éléments qui sont dans les dossiers qu'ils ont présentés viennent aussi de la société civile. Ce n'est pas des choses qu'ils ont eu comme ça par hasard. Ils ont consulté beaucoup de gens et certains éléments qui sont dans les documents qu'ils ont présentés viennent de la société civile. Oui, donc il n'y a pas un problème. Nous avons un dénominateur commun, les réformes. Peut-être qu'il y a des petites nuances d'approche, ça ce n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que nous avons déjà un dénominateur commun qui nous unit tous. Nous acceptons tous, nous allons vers les élections. Les réformes que nous voulons sont capitales. Même aujourd'hui, les églises se déchirent. Il faut qu'on prenne les églises réellement qui ont travaillé sur la question électorale. Ce n'est pas quand on parle de la société civile, c'est toute la société civile. C'est la société civile qui travaille sur des questions de la gouvernance électorale. Cette société civile-là, c'est celle qui devait être consultée. Cette église-là, c'est elle qui devait être consultée. Mais tant qu'on n'a pas encore de réformes dans la formule actuelle, je pense qu'il y a des choses qu'il faut recadrer. Parce que quand il s'agit des nominations, là, tout le monde est là-bas. Mais quand il s'agit de travailler pour la réforme, tout le monde dit que ça, c'est politique. Je vais vous faire rire. En 2011, nous menons une pétition pour la réforme de la CENI. Nous allons dans une église de la place, nous présentons pour obtenir des signatures, on nous a chassés, pour nous dire s'ils font de la politique. Mais l'ironie du sort. Après, on veut mettre le président de la CENI. C'est l'église qui nous a chassés, qui vient vers nous, soutenez-nous. Soutenez-nous pour qu'on puisse placer quelqu'un. C'est ça de faire de la politique. Donc, ce qui s'est passé dernièrement, ça nécessite quand même un regard critique. Voilà pourquoi nous pensons que la réforme est capitale. Il faut voir les gens qui sont réellement sur la question, comme l'église, on a dit. Mais pas toutes les églises.
les églises qui travaillent sur des questions électorales. Aujourd'hui, ils sont déchirés. Même l'église, quand la division entre dans l'église, mais finalement, où est-ce que nous irons? Vous imaginez? Dans la société civile, n'en parlons pas dans l'ensemble. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont marché, il y a des gens qui ont été blessés, des dégâts matériels, à cause de la faute de l'église. Heureusement que dans ces églises, il y en a qui ont demandé pardon, d'autres persistent encore. Merci Jonas Tchombela. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever. La troisième partie plutôt de notre émission consiste à tirer une question au sort. Je vais faire venir Inaka Bongo qui va me rejoindre ici. Inaka Bongo, bienvenue. Vous pouvez entrer déjà. Placez-vous là, juste au milieu. Oui. Monsieur Jonas Tchombela, vous allez tirer une question. Oui. Lisez vous-même et vous allez répondre. Vous n'avez qu'une minute pour répondre à cette question. Et c'est chrono. Regardez droit à la caméra quand vous répondez. Si on vous demandait de devenir président de la CENI par un accord consensuel, je pense que ça doit tenir compte de la compétence. S'il n'y a pas de problème de demander, nous voulons la réforme. Si on me demandait, moi, il faut tenir compte de la compétence. Est-ce que je peux obtenir à donner aux Congolais de bonnes élections, de bonne qualité? Voilà ma réponse. Merci, Monsieur Tchombela. Je vous accompagne déjà. Inaka Bongo, vous pouvez disposer. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci, je vous accompagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est moi qui vous dis merci. Déjà. Merci. Voilà, je reste là pour désannoncer mon émission. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve prochainement. Au revoir.